si les écosystèmes s'effondrent, les gens s'effondrent avec. Bon, il ne faut pas croire qu'on va tirer son épingle du jeu et dire voilà, par exemple, ce quartier devient un quartier de merde, mais moi, j'existe toujours aussi bien. Mais non, bien sûr que non, les gens pâtissent tout de suite, c'est évident. Donc, ils peuvent en pâtir au plan matériel, au plan économique, au plan de leur vie professionnelle, mais ils peuvent en pâtir même de manière la plus intime. Leur vie peut être pourrie parce que les écosystèmes relationnels fonctionnent mal. Quand une plante ou un animal vit dans un écosystème qui ne dépend pas de lui, et non seulement il ne dépend pas de lui, mais il n'est pas formé par convention mutuelle ou par agrément mutuel. Donc il y a un ancrage, on peut dire, dans la nature qui fait que ça marche ou que ça ne marche plus d'ailleurs. Bon. Dans le cas des humains, bien sûr, il y a les écosystèmes physiques, et là, bon, on a besoin d'air pour respirer, c'est pas une convention, c'est une réalité, bon, indépendante des humains. Mais il y a d'autres réalités qui font partie de nos écosystèmes de manière vitale, mais qui résultent d'une transmission culturelle. Par exemple, l'argent est typiquement une réalité, on peut dire, autoréférentielle, au sens où l'argent n'existe pas parce qu'on l'a rencontré quelque part et qu'il était là. Il existe parce que les humains l'ont institué. C'est-à-dire que la monnaie est toujours une institution. Elle ne naît pas spontanément des échanges économiques. Il faut qu'il y ait une puissance politique qui institue avec un sceau. C'est pour ça que les monnaies, il y a quelque chose qui est frappé. Enfin, bon. Donc il y a une garantie par rapport à une communauté, et donc la monnaie peut se transmettre à travers plusieurs générations, comme d'autres institutions. Et les humains vivent dans un monde qui est très largement formé d'institutions, les institutions juridiques, qui sont également des institutions très largement autoréférentielles, dans la mesure où, par exemple, le droit romain, les Romains ne l'ont pas rencontré au coin d'un bois non plus. Ils l'ont mis sur pied, élaboré, construit. Et si tout le monde fonctionne selon le même droit, c'est comme si ce droit était aussi réel que les pierres et le soleil. Mais n'empêche que ça ne tient que par les gens. Et donc... C'est concomitant aussi avec la naissance de l'État. Avec la naissance... Oui, bien sûr. Oui. Parce que le droit implique l'écriture, implique des sociétés déjà assez grandes, dans les sociétés plus petites. On a d'autres institutions, on a toujours des institutions, notamment les systèmes de parenté, comme les anthropologues le savent, puisqu'ils étudient toujours les systèmes de parenté qui sont plus complexes, généralement dans les sociétés plus simples, que chez nous. Parce que chez nous, pour qu'on puisse penser la place que les gens occupent les uns par rapport aux autres, parce que ça, il faut toujours... Toute société est un système de place. Et un système de place fondé sur quelque chose qui peut être relativement conventionnel. Par exemple, les systèmes de parenté, on donne des noms d'oncles, de cousins croisés, de cousins parallèles, etc. Et donc, c'est une construction autoréférentielle qui permet d'attribuer des places aux gens les uns par rapport aux autres, puisqu'on ne peut exister qu'en ayant une place par rapport à d'autres. Donc il faut pouvoir se représenter cette place, donc avoir des signes, des marques. Dans les sociétés actuelles, c'est beaucoup les rapports professionnels qui définissent les places. Donc il y a des milliers de places différentes selon les postes qu'on occupe. Bon. Et les relations de parenté sont relativement plus simples en fait. Alors à partir de là, on peut, d'une part, on voit que nos écosystèmes sont extrêmement fragiles, donc il faut les entretenir. D'une part, d'autre part, ce qu'on découvre, c'est que dans la mesure où ils sont autoréférentiels, c'est-à-dire où ils existent parce que chacun pense qu'il existe, c'est le cas pour la monnaie, quand on est passé du franc à l'euro, c'est une sorte de décret. Tout le monde, à partir du moment où tout le monde a
jouer le jeu, l'euro a existé. Mais l'euro n'existe pas par lui-même. Bon. Le calendrier aussi est un exemple. Le calendrier. Les gens se situent les uns par rapport aux autres en termes de temps. Parce que les sociétés humaines impliquent des emplois du temps que les sociétés animales ne connaissent pas. Les emplois du temps, c'est nécessaire pour pouvoir se connecter, se rencontrer. On se donne rendez-vous, etc. On va dire, on va faire dans un mois, il y aura telle échéance, etc. Bon, donc il faut avoir un calendrier commun. C'est également, pour nous, le temps. On a l'impression que l'heure, quand on dit quelle heure est-il, on a l'impression que l'heure, elle est, qu'il est telle heure, bah oui, mais non, c'est nous qui avons, enfin c'est nous, c'est une institution humaine. Bon. Et donc ces institutions, à la fois, elles nous font vivre, elles nous garantissent notre vie, et en même temps elles sont très fragiles et elles peuvent dériver. Et s'il n'y avait pas de droit dans des grandes sociétés comme les nôtres, ça serait l'enfer. Il faut bien, de même que tout à l'heure je disais, le meilleur de nous-mêmes n'est pas forcément en nous, il faut aussi voir que on a besoin d'être contenu. On a besoin d'être contenu. Bon, ça, c'est pas dans l'idéologie des Lumières, même depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tout un mouvement de réaction contre l'autoritarisme des parents à l'égard des enfants. Mouvement qui était justifié d'ailleurs, parce que beaucoup d'enfants pâtissaient d'une autorité excessive, c'est en fait d'un abus de pouvoir, tout simplement. Mais alors du coup, bon, on a renversé les choses dans l'autre sens, et on a voulu penser que les enfants étaient comme les petites fleurs qui ne demandaient qu'à s'épanouir. Mais les enfants, comme ils sont animés d'un désir d'exister qui est illimité, aussi bien que les adultes, ils ont besoin d'être contenus. Parce que pour entrer dans un cadre de coexistence, il faut être contenu. Et ça, alors à tous les niveaux de l'existence humaine, le problème se pose. Pour les enfants dans le sein de la famille, mais dans la société. Et là, Montesquieu avait bien vu juste quand il dit chaque pouvoir s'étend autant qu'il le peut, à moins qu'il ne rencontre une limite. Ça vaut pour l'argent. Ça vaut pour l'argent. Alors lui, Montesquieu, il posait ça, il s'est intéressé à ce qu'on a appelé la séparation des pouvoirs. Il s'est dit, il ne faut pas qu'un gouvernement, qu'un seul homme ait en main tous les pouvoirs, parce qu'il va forcément en abuser. Il va forcément en abuser. Donc il faut que les pouvoirs s'entrelimitent. Bon, donc exécutif, législatif, judiciaire. Bon, trois pouvoirs. Alors on est habitué à ça, on se dit, ouais, c'est très très bien, c'est ce qui a fondé, dans le fond, les démocraties modernes, les constitutions sont fondées là-dessus. On rappelle tout le temps ça, séparation des pouvoirs. Mais alors, quid de la séparation entre pouvoir de l'argent et pouvoir politique? Je pense que si Montesquieu revenait parmi nous aujourd'hui, il serait le premier à dire, attendez les petits gars, il n'y a pas qu'à séparation entre l'exécutif et le judiciaire et le législatif. Il y a la séparation, il faut veiller à la séparation entre les puissances d'argent, qui sont un pouvoir considérable, et puis le pouvoir politique. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Alors il y a eu des époques où le pouvoir politique était tout puissant et le pouvoir économique était soumis. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais si c'est l'inverse, c'est pas bien non plus. Et bon, dans la situation où on est aujourd'hui, c'est quand même que les régimes, justement, où le politique tenait en main l'économie, les régimes de type soviétique, disons, tout le monde, le bloc de l'Est, le bloc de l'Est il s'est effondré, et du coup le capitalisme a triomphé. Bon, donc c'est devenu sans doute la première fois dans l'humanité qu'il y ait une doctrine qui soit réellement universelle. Non, c'est pas rien.
Et du coup, comme elle est universelle, peut-être qu'elle ne perçoit pas ses limites. Parce que qu'est-ce qui va lui faire sentir qu'elle n'est peut-être pas si fondée à s'étendre à ce point sans borne. Il faut qu'elle s'auto-limite. Pour qu'elle alors qu'elle s'auto-limite, elle ne peut pas s'auto-limiter puisqu'aucun pouvoir ne s'auto-limite. Et donc c'est au pouvoir politique de limiter le pouvoir économique, mais le pouvoir politique lui-même, il faut que les citoyens poussent. Parce que le pouvoir politique lui-même, il n'existe, il n'agit que pour autant qu'il y ait poussé aussi. Parce que sinon, le pouvoir politique, il ne demande qu'une chose, c'est à bénéficier du pouvoir économique. Alors on peut penser à différentes affaires qui illustrent ce cas de figure où l'argent facilite l'accès au pouvoir et l'accès au pouvoir facilite l'accès à l'argent. Les sociétés, disons les couches supérieures dans les sociétés humaines, depuis qu'il y a des États, elles ont tendance à fonctionner comme ça. Hein. Sous l'Ancien Régime, c'était pareil. Si tu as de l'argent, tu peux lever une armée, donc tu vas pouvoir étendre ton pouvoir politique, et si tu as le pouvoir politique, ça te donne le moyen d'acquérir plus d'argent, et ainsi de suite. Bon. Donc là, il y a un cercle disons que les puissants vont considérer comme un cercle vertueux, mais les autres citoyens, ils vont peut-être pas considérer ça comme un cercle vertueux dans la mesure où c'est quand même eux qui font les frais de l'opération. Alors, c'est une question qui se pose aujourd'hui, effectivement, où les puissances d'argent sont considérables, et comme Jacques Généreux le souligne, et il n'est pas le seul, hein, dans le fond, la réaction contre le New Deal, parce que peut-être que beaucoup de choses sont parties de là, juste après la guerre, et la fondation de la Société du Mont Pèlerin, les gens qui ont fondé cette société, Hayek et d'autres, ont dit on se fait entuber avec le New Deal, ça nous limite, donc il faut réagir. Là, les États-Unis sont en train de s'engager dans une route qui mène au socialisme. C'était ça l'idée qu'ils avaient. Donc il faut réagir. Donc, Milton Friedman, etc. Donc il faut que le capitalisme se libère de ce carcan. Et donc le mieux, c'est que les élites politiques elles-mêmes adhèrent à cette idée. Et là, ça a été vraiment un grand succès, puisque on peut dire que les élites politiques dans tous les pays du monde, maintenant, sont acquises à l'idée que oui, effectivement, il ne faut surtout pas entraver l'économie, parce que tout le monde en pâtirait, ce serait pas bien, etc. Bon, donc il y a eu ces mesures pour faciliter le décloisonnement de la finance, etc. Bon. Et donc c'est un nouvel évangile qui a été prêché maintenant, on peut dire, dans tous les pays du monde. Avec l'effondrement du bloc de l'Est, les Chicago Boys se sont précipités dans les pays de l'Est, où les gens se sont dit « Ah oui, on s'était complètement trompé avec notre affaire, on a déconné, mais alors vous avez la bonne solution, donc si vous nous offrez un stage aux États-Unis, on est tout prêt. » Alors effectivement, là, l'argent n'a pas manqué pour développer former des économistes qui aillent dans le sens voulu. Et en France aussi, qu'on soit un économiste de droite ou de gauche, on a reçu la même formation, on a été sur les mêmes bancs, on a reçu le même enseignement d'économie qui a été donné. Et donc l'économie est arrivée à se mettre en scène comme une science et en même temps comme une pratique rationnelle et comme n'étant pas un pouvoir. Ça, c'est quand même un grand succès de la part des sciences économiques. C'est d'arriver, quand on lit, on feuillette The Economist, par exemple, tout est décision, organisation, etc. On n'a pas affaire à des rapports de force entre des puissances. Non, il n'y a pas de... Il n'y a que des organisations plus ou moins judicieuses pour faire fonctionner les choses. C'est un peu comme la théologie au Moyen-Âge,
tout était rationalité. Ayant sa source en Dieu, il faut penser les choses comme ça, et donc les rapports de force, qui étaient pourtant extrêmement violents, étaient dissimulés sous la bénédiction. Il y aurait une théodicée économique. Oui. Puisqu'au Moyen-Âge, c'était la théologie qui constituait le grand discours de légitimation du pouvoir. Aujourd'hui, ce sont les sciences économiques et plus la théologie. Mais évidemment, comme d'ailleurs Adam Smith, on lui reproche tout le temps cette histoire, enfin, on le crédite tout le temps de cette histoire de main invisible, qui en fait était une idée qui était tout à fait dans l'air du temps. Il n'est pas du tout le seul à avoir pensé cette idée-là. Mais en revanche, si on lit d'autres pages de son livre sur la richesse des nations, Adam Smith dit très clairement, il dit les puissants discutent entre eux, ils ont les moyens de communiquer entre eux pour s'organiser au mieux de leurs intérêts. Les ouvriers, les travailleurs, ça leur est beaucoup plus difficile parce que dès qu'ils commencent à se concerter, on leur tombe dessus. C'est une observation très... Je pense que la réalité de ce qui vivait dans l'Angleterre et l'Écosse de son époque lui permettait d'observer ce genre de phénomène. Il y a eu des époques où, quand les ouvriers commençaient à s'organiser entre eux, on envoyait l'armée. Au XIXe siècle, ça se faisait couramment. Hein. Donc, des rapports de force qui sont dissimulés par des justifications plus ou moins scientifiques. Et donc là, l'équilibre des pouvoirs n'est pas respecté puisque l'exercice du pouvoir est masqué. Donc c'est un peu la situation dans laquelle, c'est même pas un peu mais beaucoup la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où les instances politiques sont en quelque sorte le porte-voix de l'économie. C'est quand même... Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, adolescent, les hommes politiques parlaient très peu d'économie. Quand De Gaulle intervenait, ou même Pompidou, il ne parlait pas forcément d'économie. Il parlait en tant que responsable politique, la politique a différentes facettes. Elle a des facettes économiques, mais elle a d'autres facettes. Et l'homme politique doit assumer ses responsabilités sur différents plans. Mais peu à peu, on est allé vers une sorte d'entonnoir, où l'homme politique doit avant tout parler d'économie. En se faisant, en fait, plus ou moins l'écho du discours économique dominant, et même s'il réagit contre le discours économique dominant, il est quand même toujours en train de parler d'économie. C'est ça aussi le problème. Et je vois donc autour de moi des gens qui réagissent contre tout ce qu'on appelle le néolibéralisme. Alors bon, c'est pas bien, il faut réagir, etc. Mais du coup, ça les amène à ne parler que d'économie. Et les autres facettes de la vie sociale, où est-ce qu'elles sont? Il n'y a pas de solution miracle. Ça, je crois qu'aucune société n'a pu nous... On peut se référer à aucun exemple qui serait celui d'une solution miracle. On a bien vu des gens qui prétendaient avoir des solutions miracles, mais on n'a jamais vu une solution miracle qui fonctionne. Le capitalisme se présente comme la solution, évidemment. Comme le communisme se présentait comme la solution. Ou comme la théologie se présentait comme la solution, bien sûr. Et ça a une certaine prise sur les gens, parce qu'on aime bien penser qu'il y a un système de pensée qui permet de faire face à tout. En fait, aucun système de pensée ne permet de faire face à tout. Et dans la réalité, je pense que par exemple les maires des villes moyennes, eux, ils sont confrontés au fait que la réalité n'a pas qu'une seule dimension. Et qu'il y a des problèmes qu'on doit poser en termes sociaux, il y a des problèmes qu'on doit poser en termes de difficultés de voisinage, en termes d'élaboration de la voirie, en termes de comment s'occuper des jeunes. Voilà, il y a plein de problèmes différents auxquels on doit faire face dans la réalité. Mais il n'y a pas un seul système de pensée qui permette de tout résoudre.